Bonjour, c'est Au fond des choses. Mon invité, que je reçois avec plaisir, c'est Étienne Thibault. Étienne, bonjour. Bonjour, Monsieur Gueye. Étienne Thibault est un magnat du tourisme, c'est un inventeur, et Étienne Thibault a plusieurs autres casquettes. Nous en reparlerons dans un instant. Étienne, merci d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie de m'avoir invité. Alors, Sénégalais de Thiès, Oui. le Thiessois. Voilà. Alors, Moi, je suis carteron. Pour définir un carteron, c'est que je suis 75% de sang français et 25% de sang noir sénégalais. Donc, je suis né à Thiès, à la rue de Verdun, le 8 mars 1952. Et mon père, Étienne François Joseph Thibault, on s'appelait tous Étienne dans la famille, oui. est venu au Sénégal en qualité d'ingénieur au niveau des chemins de fer qui, à l'époque, s'appelait le Dakar-Niger, qui était prévu d'aller de Dakar jusqu'au Niger. Et ce dernier a pris sa retraite en 1944. Et ne voulant pas quitter le Sénégal, il est parti s'installer à Joal, où il a monté une usine de pêche en 1944. Et c'est comme ça que le directeur des chemins de fer de l'AOF, qui s'appelait M. Cuneo, l'a recommandé au gouverneur de l'époque afin de lui faciliter la tâche pour qu'il puisse s'installer à Joal, parce que c'était encore la colonie dans les années 44. C'est ainsi que la plage de Joal avait un petit nom qui s'appelait Tefes Thibault, la plage De Thibault. de Thibault. Ok. Voilà. Et donc, mon père étant chercheur, comme il avait monté une usine de pêche, il a inventé le système de faire un trou dans la pirogue pour mettre un moteur. Parce que la pirogue africaine, sénégalaise particulièrement, elle a deux pointes de chaque côté. On ne peut pas mettre au bout de la pointe un moteur hors bord. Donc mon père a créé le trou et il a fait une boîte dans ce trou pour éviter la remontée de l'eau et ce qu'on a appelé le puits. Et c'est ainsi donc qu'il a créé ça. Mais bon, c'était quand même quelqu'un qui ne voyait pas le fait de déposer des brevets. Il avançait par rapport à ses projets. Donc je peux dire que le virus de l'invention est venu de là-bas. Un peu. Alors, ça, c'est le côté français. Alors, les 75% sénégalais, la grand-mère, la maman, comment ça s'est passé? C'était comment? Alors, ma grand-mère, donc, qui s'appelle Anne Faye, est une pure sérère, plus noire que jamais. J'ai une anecdote d'ailleurs qui était marrante parce que quand j'étais petit, moi, j'étais blond aux yeux bleus. Quand elle m'embrassait, quand on allait à la pharmacie, on s'embrassait sur la bouche. Les Européens, à l'époque, allaient voir mon père pour lui dire « il faut faire attention, il y a la bonne qui n'arrête pas d'embrasser le bébé sur la bouche ». Or que c'était ma grand-mère. Donc, mon père, après avoir vécu à Joal pour créer son usine de pêche, est tombé sur une jeune métisse qui devait avoir 25 à 30 ans de moins, puisqu'il était veuf, et il a épousé, et c'est devenu ma mère, qui est la fille de Anne Faye. Alors, Anne Faye, à l'époque, on me disait toujours dans la famille qu'elle s'était occupée de Serigne Touba. Bon, on me le disait, pour moi, ça n'avait pas d'incidence spéciale. En prenant de l'âge, et puis en allant au cimetière à Thiès, le gardien avec qui j'ai fait mon école primaire me dit, tu sais, Étienne, les mourites n'arrêtent pas de venir sur la tombe de ta grand-mère. Jusqu'à présent. Donc, pour la fête des morts, la tombe était chargée de mes parents mourites qui ont été sur la tombe de grand-mère parce qu'elle est enterrée à Thiès, avec ma mère. À partir de ce moment, j'ai pris le taureau par les cornes. J'ai pris rendez-vous avec Maktar Diakhaté, qui est le secrétaire de Serigne Touba, de Serigne Saliou particulièrement, et j'ai demandé un rendez-vous à le voir. Serigne Saliou. Serigne Saliou. Maktar Diakhaté a organisé le rendez-vous et m'a mis en rapport avec Serigne Saliou en me disant « Arrivé à Diourbel, tu m'appelles ». Je lui ai demandé pourquoi je dois t'appeler si j'arrive à Diourbel. Il m'a dit « Parce que le marabout veut te recevoir seul, parce que moi j'avais précisé que j'aime bien être en communauté restreinte, je ne veux pas être dans la foule et tout. » Donc, arrivé à Diourbel, à chaque fois après, puisque j'étais plusieurs fois rendre visite à mon père Serigne Saliou, j'appelais à Diourbel et ça permettait de vider la place où il recevait. Et il me recevait en privé dans son salon. Et la première fois, il m'a reçu avec un historien de Touba qui connaissait toute ma famille.
Donc, il me posait des questions sur mes parents, sur mes cousins, sur mes cousines, et je donnais, bien entendu, les réponses. Et il s'est avéré, donc, que Serine Saliou m'a confirmé que c'était bien ma grand-mère qui s'était occupée de son papa. Et après, donc, on a tissé des liens où, tous les 3-6 mois, Mokhtar Diakhaté m'appelait pour me dire que le papa, il veut te voir. Donc, je prenais ma voiture, j'allais à Touba, on prenait un café, on discutait. Et chaque fois qu'il me disait, dis-moi tout ce que tu veux, je lui dis, je veux que la paix. Prie pour moi pour que j'ai la paix. Ce qu'il a toujours fait. Ouais. Alors, l'enfance, c'était où? À Thiès ou... Moi, je suis né à Thiès. Oui, Je n'ai pas connu Joal. Je suis né à Thiès, donc à la rue de Verdun. Ma mère avait un hôtel-bar-restaurant qui s'appelait le Cosmopolite. Mon père était déjà à la retraite, puisqu'il a pris sa retraite en 1944. Et moi, je suis né qu'en 52, donc je suis né bien après. Donc, on avait une maison qui faisait 4 coins de rue, on avait une trentaine de terrains de pétanque. Et pour nous amuser, on organisait des soirées de pétanque et on avait monté à l'époque. À l'époque, il y avait beaucoup de clubs, j'appelle pas ça des boîtes de nuit, mais il y avait beaucoup de clubs. À Tijuana, il y avait le club Aretha Franklin, à Rufisque, il y avait des clubs. Et nous, on avait un club qui s'appelait Otis Reading. OK. Voilà, et donc ce club fonctionnait très bien jusqu'au jour où il a pris feu parce qu'il était fait tout en paille, mais il était archi plein régulièrement. Très bien. Voilà. Alors, on va faire un saut et arriver à au cœur de votre métier, n'est-ce pas, professionnel, votre profession, qui est le tourisme, avant d'arriver à autre chose. Alors, vous êtes un spécialiste du tourisme. Quel mot avez-vous aujourd'hui sur l'état du tourisme au Sénégal? Vous savez, moi, j'ai commencé le tourisme dans les années 73. J'avais racheté avec le docteur Doudou Gueye le relais route de Ouakam dans les années 73. Et parce que je connaissais les Européens qui vendaient cet établissement, donc je n'avais pas les moyens financiers à l'époque, c'est le docteur Doudou Gueye qui avait financé. Et on avait acheté le relais route de Ouakam en 73. Et en 74, on a organisé le premier congrès du président Wade. Ça s'est passé au relais. D'accord. Donc, à l'époque, tous les mariages et toutes les fêtes se faisaient au relais, parce qu'il y avait une salle de fête à l'intérieur. Le relais route de Ouakam. Le relais route de Ouakam, voilà. C'est juste au début de la VDN aujourd'hui, en face de l'hôpital de la Poste de Fan et de l'hôpital de Fan. Voilà, donc je suis installé au relais donc, que j'ai développé. Et un jour, j'ai un ami ministre à l'époque de Senghor qui s'appelait Joseph Mathiam, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit qu'il y avait M. Guy Delmas, qui était patron de l'UJIMA, de Sénégal Tour et tout, et qui cherchait quelqu'un pour s'occuper d'être proche de lui, pour s'occuper de beaucoup de choses. Et je suis rentré comme ça à l'UJIMA et à Sénégal Tour, dans le département du tourisme. OK. Et c'est parti de là? C'est parti de là, parce que si vous voulez, c'est là où on commet beaucoup d'erreurs. On a 3 sortes de moyens de venir au Sénégal touristiquement parlant. Il y a la route, il y a le maritime, les bateaux, et il y a l'aéroport. Aujourd'hui, on n'a plus qu'une seule chose qu'on peut exploiter, c'est l'aéroport, en attendant que le port de Dakar se désengorge et qu'on refasse de la publicité pour reprendre notre flambeau du transport maritime touristique. Parce qu'à l'époque, on avait même des bateaux qui prenaient des passagers, le Massalia, l'Ancerville, et qui partaient sur Marseille. La traversée durait 5 jours. Mais touristiquement pur parlant, il y a beaucoup de bateaux de croisière qui, à une époque, dans les années 80, 79-80, venaient à Dakar et déversaient dans la journée 500-800 touristes pour visiter Dakar, ses environs, le Lac Rose, même le Saloum. Okay. Et cette clientèle, on l'a perdue. Pourquoi? On l'a perdue parce qu'on ne fait pas le nécessaire pour. On l'a perdue parce que le port de Dakar est très engorgé. Donc on ne peut pas mélanger. Donc il ne reste plus que l'avion. Il ne reste plus que l'avion. Heureusement pour nous, on a un très bel aéroport, mais il faut savoir le vendre. Il faut savoir vendre la destination. Oui. Alors la destination Sénégal a eu quelques problèmes quand même récemment, depuis 1 an et demi, avec le Covid. Alors, tourisme et Covid, comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce qu'il y a un moyen, il y a des espoirs de redémarrer, repartir, rebondir? Ou bien est-ce que avec ces virus qui ne semblent pas partir, il va falloir réinventer le tourisme de la destination Sénégal? Vous savez, avant que le Covid arrive au Sénégal,
on ne faisait en moyenne pas plus de 300 000 touristes an. Je donne ce chiffre souvent en exemple, et on me taquine un peu, mais quand on prend le chiffre de 300 000 touristes, qu'on divise par 365 jours, ça vous fait 825 personnes par jour. Ce qui représente 3 avions de 273 places par jour, pendant 365 jours. Et ces 825 touristes restent une semaine. Donc il faut 5000 et quelques lits par semaine de bonne qualité pour avoir ces touristes. Donc déjà, il faut atteindre les 300 000 touristes. Plusieurs fois, on nous a parlé d'1 million, 2 millions, 3 millions de touristes de prévision pour le Sénégal. Pour l'instant, on est loin du compte. Maintenant, on a des objectifs à défendre. Il faut comprendre qu'un touriste, quand il voyage, il va sur le site de son pays et il tape conseil aux voyageurs. Quand on tape sur le site du Sénégal conseil aux voyageurs, il est mentionné que tout le Sénégal, il faut être extrêmement prudent pour y aller. Donc, c'est actuel, ça. Pardon? Ça, c'est actuel. C'est tout le temps, depuis longtemps. Pourquoi extrêmement prudent? Pourquoi? Voilà. Quand on parle de vigilance renforcée, voilà la carte du Sénégal. Je peux montrer à la caméra. Voilà. Donc, c'est marqué vigilance renforcée tout le pays. Si vous tapez, par exemple, que vous voulez aller au Maroc, on vous dit vigilance normale, tout est vert. Alors, qu'est-ce qui fait peur au Sénégal? Qu'est-ce qui fait peur à partir du Sénégal? Rien, c'est une question. On n'est pas. Vigilance renforcée? Pourquoi? Pardon? Vigilance renforcée, pourquoi? Mais c'est pas moi qui le dis, hein. Moi je oui, me base, je mais me mets à la vous, place. Comment comprenez-vous ça? Vigilance renforcée, c'est simplement que c'est une question aussi de politique. C'est-à-dire que, comme j'ai eu à le dire même à notre ministre du Tourisme que j'ai eu l'occasion et le plaisir de rencontrer, je lui ai dit, Monsieur le ministre, vous ne serez positif que si vous restez 1 an, ferme. Il faudrait un contrat d'1 an. Mais un ministre du Tourisme, quand il parle aujourd'hui avec des autorités, 1 mois ou 2 mois, on a vu à un moment donné, il y avait un balai des ministères, des ministres du Tourisme, on n'est pas crédible. Déjà, et puis, moi, je ne vous cache pas que le plus grand vendeur de la destination Sénégal, qu'il faudrait qu'il prenne son bâton de pèlerin, c'est Monsieur le Président de la République. C'est lui qui doit vendre son pays. Donc c'est lui qui doit garder notre ministre pour 1 an, au moins on sait que notre ministre, il est là pour 1 an avec un objectif. C'est constant. Mais il faut qu'il soit constant. Il faut qu'il soit constant. Est-ce qu'il y a une nouvelle compréhension du tourisme qu'il faut au niveau le plus haut de l'État? Compréhension du tourisme. Ce que ça peut nous rapporter quand même comme... Vous savez, les hôtels embauchent beaucoup de monde. Ce monde embauche beaucoup de personnes parallèlement. Parce que quand vous avez un hôtel, il faut bien acheter des poulets, il faut bien acheter de la salade, il faut bien acheter des légumes, il faut bien acheter du riz de la vallée. On consomme, nous, du riz de la vallée du Sénégal. Donc, pour consommer nos produits locaux, il faut s'investir. Donc, il faut investir sur le tourisme. Le tourisme, c'est quand même un potentiel qui est présent. On a investi énormément d'argent pour cet aéroport. On va mettre un TER pour déplacer les gens pour prendre leur avion avec beaucoup de sûreté. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on ne se développe pas pour vendre le tourisme. Maintenant aussi, il y a une question de politique touristique. Parce que quand on parle de tourisme, il faut savoir une chose, c'est que le Sénégal, aujourd'hui, où je vous parle, on n'a pas un agenda culturel annuel. C'est-à-dire qu'un concours de pêche, le festival de jazz, un grand des dates fixes. Oui, à date fixe. Par contre, il faudrait que l'État mette une assurance. Parce que si vous faites venir demain une 50aine de touristes pour aller voir le festival de jazz de Saint-Louis, qui prennent leurs vacances d'1 semaine, qui viennent au Sénégal et qu'on leur dit que le festival est reporté d'1 semaine, l'agent de voyage qui va les recevoir va avoir 50 procès. Oui, des procès. C'est des procès. Absolument. Vous allez payer le billet d'avion, donc cet agent de voyage va se retrouver avec une perte de 50 millions. Donc le ministère du Tourisme doit travailler sur un agenda culturel fixe. Ça, rien que le fait d'avoir cet agenda fixe prêt peut garantir l'arrivée de touristes pendant toute l'année. Déjà, il faut enlever, il faut voir avec les autorités étrangères
qui font des conseils aux voyageurs pour ne pas nous mettre dans une position aussi négative. Ouais. Parce que le client, le touriste qui vient, on lui met vigilance renforcée. S'il lui arrive quelque chose au Sénégal, le pays qui a écrit ça lui dira, mais monsieur, on vous a prévenu. Oui, c'est vrai. Vous êtes informé, on vous a dit de ne pas y aller. En tout cas, il fallait être vigilant. On vous a proposé d'autres pays où la vigilance était normale. Il n'y a pas besoin d'être plus vigilant que ça. Mais le Sénégal n'est pas plus dangereux que Paris, hein, bien sûr, entre nous. Bien sûr, mais voilà. Tout est basé sur les papiers. Oui, mais sur l'information. L'information, ben oui, mais on doit se battre là-dessus. On doit se battre sur les manifestations. On doit se battre sur le fait d'inviter, je dis bien d'inviter, ce qu'on appelle des éductours, des agents de comptoir. Quand on invite une agence de voyage, on invite le tour opérateur, sa secrétaire, son chef de quelque chose. Non, ce n'est pas lui qui est en face du client pour vendre la destination Sénégal. C'est le petit agent de comptoir qui est derrière les comptoirs, qui sont derrière les comptoirs, qui vont vendre la destination Sénégal. C'est eux qu'il faut inviter. Par groupe de 7, 8, ils viennent, ils partent, on en fait venir 8 ou 7, ils reviennent, ils partent, mais ils vont faire la publicité et de notre compagnie d'aviation, et de l'infrastructure qu'on a sur place, et du service qu'on peut donner. Ça, c'est un très bon point de solution que vous proposez là. Est-ce que vous en avez d'autres? Des solutions pour que... Aujourd'hui, on doit pouvoir remettre en place une police touristique. Moi, j'étais allé au Caire dans un hôtel dans un bel hôtel, hein, je ne veux pas dire un hôtel de luxe, mais au moment où je partais pour aller à un dîner sur un bateau, sur le Nil, mon chauffeur a été interpellé par le policier qui était devant l'hôtel et qui a demandé au chauffeur où vous allez. Le chauffeur lui a dit, on va à tel endroit, moi je pique une crise. J'ai dit, de quoi il se mêle? On est libre d'aller où on veut. Le chauffeur me dit, non monsieur, calmez-vous. Il demande où on va pour qu'il prévienne ses collègues policiers touristiques qui sont dans la zone où on va, pour qu'ils nous protègent. Ah, c'est une police. C'est une police. Touristique. Touristique. Donc ça nous manque. Aujourd'hui, il faut être honnête, on a beaucoup d'agressions avec des jeunes en scooter. Article 1, il faut prendre déjà tous les scooters qui ne sont pas immatriculés et les mettre en fourrière, moyennant 50 000 ou 100 000. Il faut être dissuasif, ce n'est pas 3 000 francs. On vous arrête avec votre scooter, vous payez 3 000 francs d'amende, vous repartez avec le scooter. Et vous recommencez. Donc, mais ça aussi, c'est une politique, quand on la prend, à mon avis, il faut impérativement qu'il y ait une rapidité d'exécution pour l'immatriculation. Aujourd'hui, quand vous voulez passer la visite technique de votre voiture, en tant que citoyen normal, lambda, et vous voulez être en règle, c'est la galère. C'est la galère. Donc si aujourd'hui, vous voulez immatriculer votre scooter et qu'on vous dit que ça va traîner 1 mois, 2 mois et qu'il faut 3 tonnes de papier, non. Si le scooter est au Sénégal, qu'il est rentré au Sénégal, c'est qu'il est rentré par une voie normale. Donc l'immatriculer, ça ne doit pas mettre des décennies. Bien sûr. Et ça permettrait à tous les scooters déjà d'être immatriculés pour être repérés. Aujourd'hui, on ne peut pas les repérer, on ne peut pas noter le numéro, puisqu'il n'y en a pas. Troisièmement, quand on arrête un larcin avec des jeunes qui sont en scooter, au lieu de remplir les prisons de Dakar, il faut les mettre en prison dans les villes où ils sont nés. Ah, c'est une solution, ça aussi? Mais bien sûr. Pourquoi? Vous êtes Sénégalais, bon teint, alors pourquoi les mettre en prison là où ils sont, là d'où ils viennent? Parce que le Sénégalais est très fier. Vous avez quelqu'un qui sort de prison, où tu étais? J'étais en Gambie, j'étais là, j'étais là. Le gars, quand on le met en prison, là où il est, chez lui, tout le monde sait que lui, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas... Il est revenu en prison. Donc, il ne va pas recommencer, c'est sûr. Voilà, ils ne recommenceront pas. Les autres vont réfléchir en disant, attention, si on me chope, j'ai intérêt pas à me faire choper. Ça, c'est un très beau point de gouvernance. Voilà. J'espère que... Voilà, donc si on m'attrape, je n'ai pas intérêt à... J'avais voyagé... voilà, il ne pourra pas le dire. Hein. Mais ça va freiner. Ça va diminuer. Mais l'immatriculation aussi, c'est important. Moi, j'en rencontre des tonnes de scooters sans plaque. Mais pendant que je vous ai devant moi, parce que je connais votre vivacité d'esprit et votre réactivité, les accidents de la route. Nous en parlons parce que nous avons une émission spéciale qui passe actuellement sur les accidents de la route, avec un spécialiste d'ailleurs qui est aux États-Unis. Il s'appelle Mas Jong, il est spécialisé dans la sécurité routière. Alors, les accidents qui sont causés au Sénégal par les poids lourds, pas les poids lourds, mais les camions de 30 tonnes, ça c'est plus que des poids lourds, je crois. Comment voyez-vous ça? Quelle est votre lecture, justement, de tous ces accidents mortels qui se... Alors, vous savez,
À un moment donné, j'avais créé un produit qui s'appelait Fly and Drive. Avion plus voiture. Donc je prenais le client à l'aéroport, je lui donnais sa voiture, le chauffeur l'accompagnait pour qu'il fasse une nuit à l'hôtel, et je lui remettais la carte du Sénégal avec tout ce qu'il fallait comme itinéraire et les hôtels que je conseillais. Mais il était libre d'aller où il voulait. Bon, il était indépendant, mais ça lui permettait de visiter le Sénégal à sa guise. Donc on appelait ça Fly and Drive, avion plus voiture. Aujourd'hui, votre question, est-ce que vous pouvez me montrer des camions de 30 tonnes dans les auto-écoles? Il n'y a pas d'auto-école. Pardon? Il n'y a pas d'auto-école, on n'apprend pas. À mon avis, je n'ai pas vu de camion de 30 tonnes circuler à certaines heures où c'est marqué auto-école, camion de 30 tonnes. Donc on n'apprend pas à conduire les 30 tonnes. Et pourtant on les conduit. Et on les conduit. Deuxièmement, quand vous parlez de sécurité routière, il y avait un Sénégalais que je connaissais qui était moniteur d'auto-école, qui s'appelait Yandé, je crois. Oui. Qui faisait des émissions à la télévision. Et qui faisait des émissions à la télévision sur la sécurité routière. Et donc, aujourd'hui, je vous donne un exemple. Hein. Moi, j'ai déposé au droit d'auteur une émission de télé qui peut s'appeler Loutard. Parce qu'une fois, j'ai un camion militaire qui n'avait pas de frein qui m'a tamponné. Parce qu'il n'avait pas de frein. Donc j'ai dit, pourquoi les voitures? Toutes les voitures, que ce soit des voitures de l'armée, de l'État et autres, ne passent pas la visite technique comme tout le monde. Même si c'est une visite technique militaire. Mais qui c'est un badge comme quoi ils ont passé la visite technique. Donc, quand on parle des accidents aussi, il y va aussi de toute cette sécurité de pouvoir circuler. Parce que celui qui est en règle, qui circule normalement et qui se fait écraser par une voiture qui n'est pas en règle, plus tard. Voilà. D'où vient le pourquoi? Pourquoi? Ah, les 30 tonnes? Ben, je pense que si on multiplie le poids du camion, 30 tonnes, par 20 ou 30 km à l'heure, l'onde de choc dépasse largement les 30 tonnes. Donc même si le camion roule doucement qui fait un choc, le choc est très, très important et très grave. Surtout qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les grands bus de transport de 50 places qui existent, parce que j'ai fait du tourisme, ils n'ont pas de châssis. Donc c'est des monocoques. Ah oui? Ah oui, donc même les voilà voitures... pourquoi on les voit des fois tranchés. Mais oui, parce que c'est de la tôle. Ils sont faits pour être froissés, pour ne pas blesser les gens, mais ils les écrasent. Donc si vous tamponnez un arbre ou si un camion de 30 tonnes vous tamponne, le véhicule se met en accordéon. Parce qu'il n'y a plus de châssis comme avant. Avant les tractions, même les berlines avaient un châssis. Bon, ce n'était pas toujours le plus sécurisant, mais c'était solide. Mais aujourd'hui, les voitures, toutes les nouvelles voitures n'ont pas de châssis, la plupart. Oui, j'ai remarqué. Voilà, donc c'est des monocoques. D'accord. Alors, je pense que vous allez revenir ici pour parler d'autre chose que de l'invention. Mais je vais quand même toucher le point important dans cette conversation, dans cette rencontre, cette émission. C'est votre propension à l'invention. Alors, d'une part, ça vient par la lecture, ça vient par la curiosité, ça vient par aimer son pays, vouloir le développer. Il y a tellement de choses que j'ai voulu mettre en place, mais très souvent, on est bloqué. Quand on a une idée géniale, qu'on veut la produire, on vous arrête. Donc, on ne va pas vous aider à dire, il faut vous développer. Aujourd'hui, moi, je dis, si un Sénégalais veut transformer un produit local et faire une usine, on doit l'aider et lui donner même une exonération sur 10 ans pour que moi, ce produit commence à se mettre sur le circuit. Je parle souvent de la craie pour les écoles. Moi, j'ai grandi, on importait toujours la craie. Et le calcaire, on en a des tonnes. C'est quoi? C'est mouiller le calcaire avec de l'eau, le mettre dans un moule et le mettre au four. De temps en temps, mettre des couleurs pour avoir de la craie jaune, de la craie rouge. On ne le fait pas. On n'en parle pas. Et d'ailleurs, on ne parle pas assez de nos inventeurs. Aujourd'hui, je vois beaucoup de mendiants devant les restaurants. Ce n'est pas agréable, touristiquement parlant.
Mais je dis aussi, ils n'ont pas autre chose. Et je vois en ce moment, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, que toutes les motos Jakarta là, qui servent de taxi, aujourd'hui, il y a des bricoleurs, ou je dirais même des petits savants sénégalais, qui les ont transformés en 3 roues pour les mendiants. Donc le mendiant, il peut circuler avec sa moto. Et en plus, ça va très vite, hein, ça va jusqu'à presque 100 à l'heure. 90% des Sénégalais ont un problème. C'est qu'eux tous, dans leur cuisine, ils ont des couteaux qui ne coupent pas. Qui ne coupent pas? Oui, des couteaux qui sont usés. Qui ne coupent pas, qui ne coupent pas. Quand il y a la tabaski, je ne vois pas pourquoi il y a autant de jeunes avec des coupes-coupes et des couteaux. Donc on ne va pas en acheter tous les ans. Oui, c'est ça. Parce que bon, en fin de compte, on les met de côté parce qu'ils ne coupent pas. J'ai dit aujourd'hui, pourquoi pas faire? La plupart des mendiants qu'on a sont paralytiques à cause de la polio. Ils ont des problèmes de jambes, mais ils n'ont pas de problème de bras ni de tête. Ils sont très intelligents. Pourquoi pas créer ce genre de scooter, puisqu'il y a un moteur et tout, puisque ça existe déjà, et mettre un outil, des meules à l'avant, qui se connectent à ce moteur pour affûter les couteaux. Maintenant, il faut leur apprendre comment on affûte un couteau, comment on affûte un ciseau, mettre un parasol avec le nom d'un hôtel ou d'un établissement qui sponsorise. Mais ça, il faut d'abord qu'il y ait un concours du chef de l'État ou un concours du ministre du tourisme et de l'industrie ou de l'emploi pour lancer cette opération. Pour les femmes, on peut créer la même chose avec une photocopieuse ou une plastifieuse et les mettre devant les ministères avec une prise de courant sur le poteau. Et on leur crée des emplois. Pourquoi pas? Et à partir du moment où on peut leur interdire de ne pas être devant les restaurants et devant... Mais aujourd'hui, ils ont raison, ils n'ont pas autre chose. Vous avez inventé plusieurs choses. D'abord, l'aglophile, c'est quoi? Aglophile. Alors, l'aglophile, je me suis basé sur la recherche du bois aggloméré quand j'ai vu une fois dans un bouquin que j'ai vu tout ce que consommait en bois une société qui fabrique des meubles à base d'agglomérés. C'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de bois et de forêts qu'on dilapide. J'ai dit pourquoi on devrait trouver une solution différente. Et donc j'ai pris un jour des graines de filao que j'ai ramassées dans mon jardin et je les ai mis dans un mixeur. Et j'ai grillé mon mixeur. J'étais très solide. J'ai pris un mixeur plus gros, j'étais content de moi en disant maintenant c'est moi qui vais vous avoir. Et j'ai remixé, j'ai regrillé le deuxième mixeur. Et j'ai été dans un moulin à mil. Et donc j'ai été faire moudre en différentes tailles ces graines de filao que j'avais ramassées au lac rose. Parce que moi dans mon jardin il n'y en avait pas assez pour faire ça. Donc j'étais au lac rose, ramasser des graines de filao et que j'ai mis dans le moulin. Et qui me les a moulées. Et à partir de ce moment, j'ai cherché un liant. Pour cette poudre de bois, j'ai dit, il faut bien que je trouve quelque chose pour le compacter. J'ai essayé avec du ciment, j'ai essayé avec du plâtre. Dès que tu touches, ça casse. J'ai essayé avec de la colle à bois blanche, quand les menuisiers emploient. C'était pas terrible. Et je me souvenais que quand j'étais petit, mon père utilisait de la gomme arabique dans une bouteille avec un petit pinceau. Et à l'époque, il s'en servait pour coller les enveloppes parce qu'il ne voulait pas mettre sa langue, puisqu'on achetait les enveloppes chez le Narganar, et il y avait des souris qui passaient là-bas, des cafards et autres. Et il a dit, je ne mettrai jamais ma langue là-dessus, parce que lui, c'était un tubaab pur sang. Et il m'a dit, moi, il a créé ça. D'accord. Donc la colle avec le dakandé, quoi. Voilà, le dakandé, il a trouvé la solution d'utiliser le dakandé pour faire ça. À partir de ce moment, j'ai dit, pourquoi je ne vais pas essayer avec ça? C'est une colle. Donc, j'ai fabriqué une planche. Alors, j'ai cherché dans tout le Sénégal quelqu'un, parmi tous les gens qui ont des scieries, qui aurait un four pour sécher le bois. Ça n'existe pas. Donc, les gens sèchent le bois au soleil, mais aucun n'a un appareil pour sécher le bois. Quand tu veux faire un meuble qui ne va pas travailler, qui est bien sec, ça n'existe pas ici. Et je suis tombé sur un copain qui s'est lancé dans la fabrication de cuisine et qui, lui, fait de l'aluminium.
Et on m'a dit, essaye avec lui, il doit en avoir un petit, pas un très grand, mais il doit avoir un appareil à sécher le bois. Parce que quand il fait des portes de cuisine en aggloméré, il veut que ce soit bien sec, même en bois, il veut que ce soit bien sec. Donc il a dû acheter ça. J'ai été le voir, il m'a dit, écoute, c'est gratuit, viens, fais sécher ton bois. Fais sécher mon bois. Et puis j'ai pris le directeur de APAF qui a fait tous les tests de solidité, de résistance, de feu, parce qu'on a mis les deux bois au feu et on les a enlevés. Donc, mon invention s'éteint, l'autre continue à brûler. Mais il faut savoir que le brevet a été déposé au niveau de l'OAPI. C'est un bois solide. C'est un bois extrêmement solide. Qui ne brûle pas, presque. Qui s'éteint après le contact du feu, qui est 100% naturel, qui n'a aucun produit chimique. C'est simplement des graines de filao mélangées avec la gomme arabique. Il n'y a rien d'autre. Et vous avez déposé ça, donc c'est fini, personne d'autre ne pourra faire ça. J'aimerais que quelqu'un essaie de le faire à mon insu, parce que les avocats seront contents de travailler. Non, j'ai déposé ça sous le plan mondial, et j'ai déposé ça au niveau de l'OAPI. Mais il faut savoir que même ça, c'est compliqué. Quand on dépose un brevet, il faut attendre 2 ans avant qu'on vous l'accorde, parce que ça fait le tour du monde. Pour vérifier si ça n'existe pas. Vraiment, Et quand j'ai déposé le brevet sur le bois aggloméré, ils m'ont transmis le brevet, quand j'ai déposé ça en Europe, ils m'ont transmis le brevet, les 2 brevets qui existaient en bois aggloméré. L'un avait été inventé par les Canadiens, qui avaient inventé le bois aggloméré, et l'autre, c'était inventé par les Allemands. Mais les Français ne l'ont pas inventé, le bois aggloméré. Donc le Sénégalais l'a inventé. Il a inventé un troisième. Oui, mais on ne le regarde pas, le pauvre Sénégalais, le pauvre carteron que je suis. Oui, ça viendra. Le fils d'un feuille, on ne le regarde pas. Ça viendra. Et donc, si vous voulez, à partir de cette idée, il est parti du principe qu'il devait créer une grande muraille verte. Oui, cette idée qui flotte encore dans la tête des... Oui, mais aujourd'hui, si on plante un arbre qui n'est pas productif, on va le couper pour en faire du feu ou le revendre aux scieries. Il n'y a personne pour surveiller. Voilà. Et si aujourd'hui on plante des arbres qui ne sont pas gourmands, parce que le filao, comme la gomme arabique, on ne coupe pas les arbres. La gomme arabique est utilisée en pharmacie, c'est reconnu, le Dacadé, c'est le E414, son code pharmaceutique. E414. Ouais. Et donc c'est un produit qui émane simplement de l'écorce de l'acacia. Et c'est un arbre du désert qui pousse dans le Sahel. Le filao est un arbre qui vient d'Australie au départ et qui pousse aussi bien dans le désert, dans le sable et qui ne demande pas d'entretien. Donc ces 2 plantes, ces 2 essences ne consomment pas d'eau et ne demandent pas d'entretien. Et aujourd'hui peuvent être productifs. L'acacia est déjà productif parce qu'il n'y en a même pas assez, les gens en cherchent. Et donc le filao, c'est l'occasion parce que le projet de la Grande Muraille Verte part sur 11 pays, traverse 11 pays et fait 7800 km. Ça veut dire que c'est prévu de Dakar à Djibouti. Et sur 15 km de large. Est-ce qu'ils vous ont consulté? Jamais. Peut-être qu'ils ne savent pas. Peut-être. Bon, ils sauront. Maintenant, ils vont savoir. À partir de maintenant, ils sauront. Maintenant, ils vont savoir. Alors, pour ne pas entrer carrément dans le détail de vos inventions et pour ne pas déflorer certains secrets, nous allons passer à l'autre invention, le chèque santé. Oui, alors, le chèque santé. Le chèque santé, l'idée m'est venue du fait que j'avais lu dans la presse locale, sénégalaise, qu'il y avait 700 milliards CFA par an que les migrants envoyaient. J'ai dit, pourquoi on a 700 milliards et rien n'est prévu pour la santé? Donc, j'ai dit, pourquoi pas créer, et ça j'y ai pensé pendant un séjour en France, pourquoi pas créer un chèque ou une carte de crédit qui servirait à envoyer, par exemple, 400 000 francs à son cousin qui est au Sénégal, mais dans les 400 000 francs, tous les mois, il y a 10 000 francs qui sont bloqués, qui ne peuvent être utilisés que par un pharmacien, un médecin, un radiologue ou un vétérinaire. Parce que tu peux être jeune, être en France et avoir du bétail. C'est pas pour ça que tu as une famille, mais au moins il y a un vétérinaire. Le vétérinaire, c'est un médecin. Oui, bien sûr. Voilà, donc le vétérinaire peut l'utiliser, le médecin peut l'utiliser. Un jour, un conseiller du président Senghor
à qui j'avais parlé de mon projet, m'a dit, Étienne, il y a un article du journal Le Monde qui dit que les migrants envoient dans leur pays 300 milliards de dollars. Ce n'est plus 700 milliards. C'est 300 milliards de dollars. Et le journal Le Monde le sortait parce que sans doute certains gouvernements se disent qu'il y a une manne sur laquelle on n'a pas encore mis un peu la main. Voilà. Mais il y a 300 milliards de dollars, d'après Le Monde, il y a 7 ans ou un truc comme ça, qui est utilisé, qui est envoyé par les migrants dans leur pays. Et cet argent-là, il n'y a rien qui est prévu pour la santé. Donc mon idée était là de trouver un organisme qui fait des transferts d'argent et qui pouvait s'intéresser à cette idée de projet. Bon, il faut mettre ça en place, bien entendu. Et au départ de Dakar, c'est difficile de tout faire et de tout mettre en place. Et quels sont les avantages du chèque santé sur les ménages et sur... C'est-à-dire que déjà, c'est un avantage sur la personne qui est de l'autre côté. Celui qui est en Europe, qui envoie 400 000 francs à sa famille, si sa maman tombe malade ou son fils tombe malade qui est resté au pays, il est certain que cet argent, une partie de l'argent en tout cas qui est prévu pour la santé, ne va pas aller chez le... Vous parliez tout à l'heure de faux médicaments. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, il va aller directement à l'essentiel. L'essentiel, c'est de trouver la personne qui vend et qui est professionnelle dans ce qu'il fait, donc un médecin, un gynécologue, et vous êtes sûr que les médicaments qui sont achetés, comme celui qui a son bétail, il est sûr que ce n'est pas le mouton qui va aller se plaindre qu'on ne lui a pas donné le bon médicament, bien sûr. Mais s'il achète le bon médicament, il est obligé de le donner au mouton. Bien sûr. Donc les parents aussi, ils auront des médicaments qui viennent directement de la pharmacie et qui ne sont pas des compositions autres. Donc, Aglophile se boit l'avenir, n'est-ce pas, l'environnement et tout. C'est révolutionnaire. Révolutionnaire. Le chèque santé, franchement, ça c'est une superbe idée, une superbe invention. Et tout ça c'est breveté et bien protégé. Ouais, et la dernière invention, l'avant-dernière invention, bon, il y a l'invention de l'émission qui s'appelle Loutard, oui. Que j'ai déposée au droit d'auteur. Bon, ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est le pourquoi. Oui, le pourquoi. Et je trouve qu'il faudrait faire beaucoup d'émissions de théâtre sur Loutard. Sur Loutard. Et pourquoi certaines lenteurs. Et puis même des questions sur Loutard. Pourquoi ce monsieur qui travaille dans l'administration est efficace et que les autres, dans certains autres départements, ne le sont pas. Parce qu'il y a quand même, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, et je dis qu'il y a des gens qui sont très efficaces dans l'administration et qu'il faut féliciter. Et on n'en parle pas. Alors, ils sont dans l'ombre. Vous avez aussi inventé la couverture réfrigérante. J'ai inventé la couverture réfrigérante sur l'idée de dire pourquoi il existe en France une couverture chauffante, en Europe surtout, et pas une couverture réfrigérante. Maintenant, l'idée de la couverture réfrigérante, c'est qu'un frigidaire, pour faire du froid, en tout cas, dans l'idée de base, il faut un compresseur et il faut un évaporateur. Donc c'est compliqué sur une couverture. Oui, bien sûr. Voilà, de pouvoir mettre un compresseur et un évaporateur. Et donc, j'ai trouvé l'idée d'utiliser la glacière qu'on a dans les voitures. Dans les voitures, il y a des glacières. Et cette glacière, si vous voulez, n'a pas de moteur. N'a pas de compresseur, n'a pas d'évaporateur, comme le climatiseur de la voiture même, qui lui a un compresseur, un souffleur. Bien sûr. Alors que quand vous achetez une glacière d'une marque, que vous la branchez dans votre batterie de 12 volts, en fin de compte, c'est un circuit d'ammoniac qui passe par une résistance qui la chauffe. Ce qui donne ce dessin. Vous voyez, la couverture avec juste le petit transfo qui peut prendre ça en énergie solaire et ça peut marcher sur 12 volts, sur 220 volts et sur un panneau solaire. Maintenant, j'ai un de mes amis sénégalais qui est métis capverdien, ou qui est capverdien, et qui est maire en Bourgogne. Et je l'ai félicité parce qu'il était maire en Bourgogne, et il m'a dit, Étienne, ça tombe très bien. Je vais mettre 6 élèves ingénieurs sur la couverture réfrigérante. Et nous allons la fabriquer. Donc, ils ont fait tout le process technique, parce qu'il est prof d'université en Bourgogne, où il est maire, et c'est lui qui est chargé donc de faire aboutir certains ingénieurs techniques à leur diplôme.
Et maintenant, j'ai 6 ingénieurs qui sont en train de travailler pour la mettre en pratique. On va quand même préciser ce que c'est que cette couverture réfrigérante. Comme en France, on a dit que c'est en Europe, il fait froid, aux États-Unis, on met une couverture qui chauffe. Alors c'est pour l'Afrique, cette couverture-là. Cette couverture, c'est pour l'Afrique. Voilà, expliquez un peu comment ça va se passer. Quand il fait chaud, on a envie de dormir, et il fait très chaud, qu'est-ce qu'on fait avec la couverture? Alors moi, j'ai beaucoup plus pensé à des petites cliniques, à des petits hôpitaux dans la brousse, où il y a des mamans qui doivent accoucher et qui sont dans des conditions de température qui sont très élevées, inconfortables, et ils ne peuvent pas fermer les fenêtres parce qu'il fait très chaud, et donc il y a des moustiques, et donc la couverture réfrigérante, elle marche avec un panneau solaire qui a une batterie pour sauvegarder cette énergie qu'elle a récoltée dans la journée et qui permet de la diffuser au moment où la personne a chaud. Maintenant, si la personne se couvre en pleine chaleur, la batterie joue tout de suite et le panneau alimente tout de suite la batterie et la personne Elle est dans le frais. Elle est dans le frais. Ça peut servir pour des gens qui sont dans le désert, ils sont dans leur tente, il fait chaud, ils mettent un panneau solaire dehors et puis ils se couvrent et il fait bon dormir, aussi bien pour la sieste que pour la nuit. Alors, tous ces produits, enfin rien que ces 3 produits, 3 inventions du Sénégalais que vous êtes, Étienne Thibault, ces 3 inventions peuvent faire la fierté de notre pays quand même. Et nous en sommes fiers. J'espère que ceux qui nous regardent aussi seront très fiers, n'est-ce pas, de ces inventions. Et avant de terminer, comme Boy Thiès nga, Boy Dakar, Boy Thiès, loo xam ci Sénégal. ci man damay baalu d'abord sama olof leerul mais olof yi Boy Thiès la. Nous sommes du Kayor, mais benn loxo mënul tàccu. am na ñaari yoon yu ñu war a def mooy jàppalante mais itam bu ñu gisee ay sénégalais yuy am ay idées pour jéem développer nekkuñu fi pour ne kii lii baaxul kii li mu def neexul dañu war a jàppalante mais il faut aussi ñu xool ñu te il faut ñu defaat ci école yi instruction civique bu amoon te ñu jàppale itam xale yi pour jàngal leen seen cosaan man bu ma nekkoon xale Thiès du mu dugg école te yëkkatiwuñu drapeau sénégalais te chanté wuñu hymne national tey xale boo jàpp nga ne ko chantel ma hymne national du Sénégal mënu ko américain boo ko laalee nga laal hymne national am ba drapeau am daf lay rey il faut ñu dellu ci loolu te ñu dellu ci suñu cosaan man bu mu nekkoon xale amoon naa sama pap tubaab mais amoon naa sama pap sénégalais mu ngi tudd Alioune Mbaye Palla ci wowoon la dëkkoon te moom mu nekkoon premier commandant armée de l'air française Thiès moo doon commandé base Thiès donc kenn xamu ko doomam ñoo juutandoo sama siir la mais il faut ñu waxtaan ci suñu lu ñu mën a def lu ñu am lu ñu deful te ñu bàyyi di bëgg xuloo jaxasoo te il faut ñu delluwaat ci démb civique ak lu ñu bàyyi suñuy gannaaw. jërëjëf. voilà merci Étienne. maa ngi lay sant. merci beaucoup maa ngi lay delloo sant man tam bu baax ndax ñëw nga seet si ñu waxtaan ak ñu te di nga dellu si waat. bu nekkee dinaa dellu si waat te fàtte na laa wax amoon naa benn xarit bu mag mu nekkoon marabu bu Kaolack bi. Cheikh Tidiane. waaw waaw. te rakkam sama xarit bu mag a mag la woon mooy mu tuddoon Adi Niass. Adi Niass. voilà ñoo bokkoon suñu Kaolack. yéen a àndoon yeneen ànd. waaw soppoon naa ko trop. ok te maa ngi koy je sais pas comment on dit ne ko suuf Sénégal oyof ci kawam. voilà. jërëjëf. jërëjëf. merci Étienne Thibault. merci beaucoup. merci pour cette émission très enrichissante d'ailleurs à partir des inventions de votre esprit de votre cerveau qui vit une tempête régulière, n'est-ce pas, dans la réflexion pour le meilleur, pour le Sénégal. Et merci aussi d'avoir terminé cette émission en Wolof pour nous, qui est notre langue, n'est-ce pas, notre langue à nous. Merci chers amis. Étienne Thibault, inventeur, spécialiste du tourisme, reviendra sur ces plateaux pour discuter encore de meilleurs moyens de mettre notre pays sur la bonne voie.
Merci, c'était Au fond des choses et à très bientôt. Au revoir.